maintenant, je vais vous parler des voies aériennes supérieures. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas partie des recommandations de la CNEOF. Tout ce que vous allez voir, vous n'avez pas à le voir en examen systématique, mais en échographie, il faut toujours être curieux, il faut essayer de voir ce qui se passe. Alors, premièrement, j'ai fait un rappel anatomique simple. C'était surtout pour moi, pour me rappeler un peu les voies aériennes supérieures. Alors, on a différentes parties. On commence par les fosses nasales. Ensuite, on a le nasopharynx, la cavité buccale aussi qui peut servir, et l'oropharynx qui est en fait la partie liquidienne qui va être la plus importante. Et ensuite, on descend le laryngopharynx, le larynx, la trachée. Et en arrière, vous avez l'ésophage. Et si on veut étudier le larynx, c'est pas sur une coupe sagittale comme ça qu'on va le faire. C'est surtout, alors on a aussi des repères, on a des repères osseux, aussi le voile du palais, l'épiglotte, l'ostioïde, cartilage thyroïde et l'autre cartilage cricoïde qu'on verra. Alors, la cloison, quand on voyait l'image, en fait, il y a une cloison nasale aussi. Et cette cloison nasale est faite de 3 éléments. Il y a 2 parties osseuses, c'est le vomer, c'est un os qui est perpendiculaire au palais et qu'on va souvent confondre avec le palais, justement sur des coupes sagittales. Il y a l'ethmoïde et en avant, c'est une partie cartilagineuse. Pour étudier le larynx, il faut se mettre sur des coupes frontales, sur des coupes coronales. Et là, on va voir différents étages. On a l'étage supraglottique, l'étage glottique, sous-glottique, et ensuite on a la trachée. Alors on va voir la respiration, comment ça se passe. La respiration, ça passe par les fosses nasales, ça va descendre. Ensuite, on passe au niveau de l'épiglotte. Et ça, c'est la respiration du nouveau-né. Chez l'adulte, ça peut passer comme ça aussi. Mais un fœtus, et plus un nouveau-né, n'est pas fait pour respirer par la bouche. Il ne sait pas respirer par la bouche. C'est pour ça que l'étude des voies aériennes supérieures est importante, parce que si jamais il y a une anomalie complète des voies aériennes supérieures, il va être en détresse respiratoire à la naissance. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir en écho? Maintenant, on va faire un peu d'écho-anatomie sur les voies aériennes supérieures. Au premier trimestre, vous n'allez pas voir grand-chose. Simplement, sur la première image, je vous ai mis, là, on voit le fœtus qui est dégluti. Vous avez une double image, ici, qui, en fait, là, vous avez le vomer. C'est pas uniquement le palais que vous voyez. C'est-à-dire que si vous avez une fente palatine, vous pouvez très bien avoir une image linéaire, hyperéchogène. Sur le deuxième, on a eu pas mal de chance parce qu'il a basculé la tête en arrière et on voit très bien le palais et le voile du palais. Alors pour ce qui est du nez et de la bouche on le voit au premier trimestre de la grossesse, mais chaque fois, même par voie endovaginale, je me suis dit, mais on ne voit pas les narines. Et c'est simple, pourquoi on ne voit pas les narines? Parce que là, on fait un balayage, vous avez la bouche, et vous ne voyez pas les narines, et ça c'est dû au fait que, vous le voyez sur la vidéo, là, qui était une fétoscopie, en fait, il y a une sorte de mucus qui bouche les narines, et ça va se déboucher vers 14-15 semaines, et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra bien voir les narines. Alors, on passe maintenant au deuxième, troisième trimestre, on a différentes coupes, la coupe qui passe au niveau des narines, qui est celle-ci. Là, si on fait une coupe frontale, on a la cloison nasale et on voit que la cloison nasale, en fait, elle est faite de 2 feuillets. Là, c'est une coupe qui est plus horizontale. Et sur le profil, encore, vous voyez bien ce qu'on pourrait prendre pour le palais, qui est en fait l'association du palais plus au-dessus la forme triangulaire, qui est le vomer. Et ça, c'est juste pour vous montrer en anatomie, ça c'est en 3D. En mode de transparence, et on arrive à se promener à l'intérieur et à voir le trajet des fosses nasales. Alors, une petite remarque, ici vous avez une fente labio-alvéolo-palatine, et si vous faites le bilan à l'extérieur, vous avez déjà vu qu'il y a une double fente, si vous faites uniquement une coupe sagittale, vous allez vous mettre sur cette vue-là, et vous allez dire, le palais, il est intact. En fait, c'est pas le palais, c'est le vomer, et on va mieux comprendre ici. Voilà, ça c'est le vomer, et il va être médian, et quand on passe sur les côtés, on voit qu'il y avait une fente palatine complète, mais il restait le vomer, qui est cet os qui est perpendiculaire au palais. Le voile du palais, on peut le voir, mais il faut vraiment avoir beaucoup de chance. On le voit ici, et vous allez le voir, je pense que c'est une vidéo, voilà, quand il déglutit. On arrive à voir le voile du palais avec cette image un peu en signe égal à son extrémité. Et il y a 2 coupes qui sont intéressantes.
il y a cette coupe qui passe au niveau de la langue, et en angulant un peu, vous allez tomber, vous allez couper une partie du bord postérieur du palais osseux. Et ça, c'est la meilleure coupe 2D. Si un jour on a à faire le dépistage de la fente palatine, c'est cette coupe-là qu'il faut utiliser. C'est-à-dire qu'on met le faisceau ultrasonore dans la bouche et ensuite on va juste par des petits mouvements d'angulation, on va le trouver. Et si on angule différemment, on se met un peu plus postérieur, on a une grosse image liquidienne en arrière de la langue, et ça c'est l'oropharynx. Alors au niveau du larynx, on va tomber sur cette grosse image noire, donc qui est l'oropharynx, et ce que vous voyez ici, ce sont les cordes vocales, et les cordes vocales, on va les voir bouger, parce que quand il y a du liquide qui passe, vous allez voir ce que ça donne, et ça c'est le mouvement des cordes vocales. On les voit qui s'ouvrent, qui se ferment. Voilà. Et en suivant la trachée, on va être interpellé par une image particulière. Ici, de chaque côté, vous avez deux petits points hypoéchogènes. Et ces deux petits points hypoéchogènes, en fait, c'est le cartilage cricoïde qui va donner cette image-là, particulière en cocarde, ici, au niveau, quand vous êtes au niveau de la thyroïde, et en fait c'est toute la zone hypoéchogène. Alors, quand j'ai fait ce topo, je savais à peu près tout ce qu'il fallait rechercher, et ce ne sont pas forcément des images qui sont très faciles à obtenir, les images de la trachée. On arrive à faire de très belles images, mais le plus souvent le fœtus a la tête fléchie, et c'est une zone qui n'est pas facile à explorer quand la tête est fléchie. Alors là, on va suivre la trachée. Si on veut suivre la trachée et aller jusqu'aux bronches souches, c'est pas sur une coupe sagittale qu'il faut le faire. Là, c'est la trachée, c'est pas l'ésophage, parce que l'ésophage, il n'a aucune raison de rester ouvert comme ça en permanence, il n'y a que la trachée. Et on va la voir disparaître derrière la crosse de l'aorte, et on a du mal à voir sur ce type de coupe la bifurcation, c'est-à-dire la carène. Pour ça, il faut utiliser une coupe frontale, une coupe coronale, et on voit la division. Et regardez la différence avec cette image qui est à côté. Là, vous avez des bords qui sont crénelés, et là, vous avez des bords lisses. Parce que tout simplement, ça, c'est une image. Souvent, il ne faut pas analyser une image fixe, il faut regarder une vidéo. Et ça, vous allez voir qu'il y a un péristaltisme. Et en fait, c'est au moment de la déglutition, c'est l'ésophage. Et comme c'est à peu près au même endroit, ça on aurait pu penser que c'était une image de trachée, mais ce n'est pas la trachée. Et la trachée, on la reconnaît aussi au fait qu'il y a plein de... Ça a un aspect, les parois sont crénelées du fait à tous les anneaux cartilagineux. Alors, je me suis amusé en 3D pour vous montrer à peu près la position. Là, en transparence, on partait de la crosse aortique. Et voilà donc la carène. On voit la trachée et le départ des deux bronches. Mais c'est une zone qui est très difficile à explorer parce que là, à cet endroit-là, il y a ça qui est liquidien, mais on a aussi tous les vaisseaux, que ce soit les veines pulmonaires, les artères pulmonaires, donc c'est assez difficile à explorer. Alors je me suis intéressé à l'étude des flux grâce au Doppler couleur pour voir ce qui se passe dans les voies aériennes supérieures. Alors premièrement, quand on étudie ce qu'il fait, surtout en fin de grossesse, souvent le fœtus il a des mouvements de déglutition et souvent il crache du liquide. Et on voit là le mouvement au moment où il expulse du liquide de la bouche. Mais si on se met au niveau des fosses nasales, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'on voit des mouvements, ce qu'on appelle les mouvements respiratoires, il contracte le thorax et cette contraction qui va entraîner une compression du poumon, décompression du poumon, ça fait un effet pompe et ça fait rentrer et sortir du liquide par les fosses nasales. Donc on le voit très bien en coupe sagittale. Là, c'était une acquisition qui avait été faite en 3D avec le Doppler couleur, où on voit le trajet donc dans les fosses nasales. Alors, si jamais on met du Doppler pulsé dessus, il y a quelque chose d'assez étonnant, vous allez voir, on va voir le son. On entend quelqu'un respirer, c'est vraiment, on a l'impression d'entendre le bébé respirer, avec une fréquence qui est très variable, des fois ça peut être lent, celui-là
On va voir le second qui va avoir une fréquence beaucoup plus rapide. Alors, je pense qu'il y a eu des analyses là-dessus sur les fréquences des mouvements respiratoires. Et si on se met au niveau de la trachée aussi avec le Doppler couleur, on voit ce mouvement de va-et-vient dans la trachée. Alors, ça, je le fais de plus en plus souvent. Vous pouvez le voir surtout à 32 semaines, hein, vous ne le verrez pas à 22 semaines. Quand je passe sur les narines, je fais les orbites. Vous avez vu que les orbites, maintenant, on doit faire un cliché des orbites. Je regarde les narines, je donne un coup de Doppler couleur, ça me permet de savoir si c'est perméable ou pas. Et en faisant ça, on se rend compte que assez souvent, ça ne passe que d'un côté. Ça ne veut pas dire que ce soit pathologique, mais dans certains cas pathologiquiques, on a ce flux unilatéral. La plupart du temps, là, quand c'est normal, c'est tout simplement que ça passe mieux d'un côté, et à partir du moment où ça passe mieux d'un côté, c'est comme une rivière, ça va passer à fond de l'autre côté, et il va y avoir très peu qui va passer. Et si vous regardez celle d'en bas, là, ici, on voit que ça passe que d'un côté, mais avec un peu de patience, vous allez voir, de l'autre côté aussi, ça passe un petit peu. Voilà, là on va le voir. Voilà, on l'a vu passer. Hein. Et donc, quelles sont les applications cliniques de connaître donc les voies aériennes et d'utiliser le Doppler couleur pour voir la perméabilité? Alors, premièrement, il y a la malformation la plus importante qui est l'atrésie laryngotrachéale. À ce moment-là, c'est un diagnostic qui se fait généralement au début du deuxième trimestre. Il y a un blocage au niveau du larynx et de la trachée. Et le poumon, qui toujours a des sécrétions dedans, ne va pas pouvoir éliminer le liquide qu'il a dedans, et ça va s'accumuler. Et c'est pour ça que vous avez ces poumons qui deviennent énormes. Le cœur, vous pouvez tout de suite voir qu'il n'a pas sa position normale, parce qu'il y a une mésocardie, hein, et le grand axe du cœur n'est pas tourné à gauche, et souvent il y a des conséquences. Et c'est avec cette constatation, en fait, que l'on a eu l'idée de faire le traitement pour les hernies diaphragmatiques en mettant des plugs, de telle sorte que le poumon gonfle et repousse vers le bas. Alors, un autre intérêt, c'est dans les fentes labio-alvéolo-palatines, les fentes. Alors là, c'est un cas de fente labio-alvéolo-palatine complète unilatérale. Vous n'avez pas besoin du Doppler couleur pour faire le diagnostic de la fente palatine qui va avec, parce que dans ce cas-là, rien qu'avec le 3D pour l'extérieur, le 2D pour l'intérieur, vous allez pouvoir faire le diagnostic. Mais je vous montre simplement ce que ça donne. Alors sur ce cliché, pour vous rappeler aussi quand vous faites du Doppler couleur, faites toujours attention. J'avais oublié de remettre dans la bonne position l'échelle. Vous voyez l'échelle là-haut? Là, le bleu est là-haut et le rouge est ici. Normalement, c'est inversé. Mais simplement, regardez toujours quand vous avez un Doppler couleur, être sûr que qu'il est bien réglé, que l'échelle est dans le bon sens. Donc là, sur le cliché, ce que vous allez voir en bleu, c'est ce qui sort, et ce qui est en rouge, c'est ce qui rentre. Et là, vous allez voir que ça sort, il crache. Il a des mouvements de va-et-vient, des mouvements respiratoires qui passent par la bouche. Et on voit aussi une communication, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un aspect en Y, et vous avez une communication. Donc ça, on peut le voir, mais ça n'a aucun intérêt parce que le diagnostic, vous l'aurez déjà fait en 2D de la fente palatine associée. Là, c'est beaucoup plus intéressant. C'est un bébé qui avait une fente palatine isolée, et vous voyez le 3D, il avait un beau visage, il n'avait pas de rétrognatisme, et je vous ai mis les différents clichés, que ce soit là le 2D. Alors comment on la voit? On la voit ici, sur cette coupe, vous avez la fente. Ensuite, ça c'est une reconstruction en 3D. Ça on arrive à avoir un moulage de la bouche, là ici, avec les deux voiles du palais. Et ce que vous voyez là ici, au milieu, ben, c'est le vomère, hein, qui est perpendiculaire. Et quand on fait le Doppler, on s'aperçoit que de façon synchrone, il y a la respiration par la bouche et par le nez. Il ne devrait pas y avoir de respiration par la bouche. Donc ça peut être un signe indirect si vous recherchez. Si vous voyez que ça se passe en même temps par la bouche et par le nez, c'est qu'il y a une communication entre les deux. Un autre cas de fente palatine qui s'est avéré par la suite être un 22Q11, hein, quand on a fait le cariotype, il avait un léger rétrognatisme. Ici, vous voyez bien dans les mouvements de déglutition qu'il a la langue qui passe complètement là, qui bascule en arrière. Et voilà ce que ça donnait en Doppler.
Et là aussi, vous voyez que c'est complètement synchrone, c'est-à-dire qu'il respire en fait aussi par la bouche parce qu'à cause de cette communication. Et si on met les curseurs ici, soit au niveau des voies aériennes supérieures, soit dans la cavité buccale, on a une courbe de flux respiratoire. Alors, l'atrésie des Cohen, j'en ai pas de cas d'atrésie des Cohen, mais on le recherche en particulier dans le charge. C'est très important à voir quand c'est bilatéral, parce qu'il va y avoir une détresse respiratoire. Alors, simplement l'utilisation du Doppler couleur va vous permettre d'éliminer ce diagnostic uniquement quand vous avez un flux qui est bilatéral. S'il y a un flux qui est bilatéral, ça passe. S'il y a un flux qui est unilatéral, il peut très bien avoir une atrésie des Cohen unilatérale, mais si c'est bilatéral, ça vous permet d'éliminer le diagnostic d'atrésie des Cohen. Alors maintenant, je vais vous parler des dacryocystocèles. Alors vous dites, mais quel rapport avec les voies aériennes supérieures? Mais vous allez voir, c'est intéressant. Ça, c'est des images que vous voyez, vous êtes habitués à voir à 32 semaines, qui souvent vont disparaître avant la naissance ou juste après la naissance. Et ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une dilatation un sac lacrymal ici, à cet endroit-là. Et ensuite, c'est ce qui va donner ces deux images. Ça peut être bilatéral, ça peut être unilatéral. Et là, en échographie 3D, j'ai joué avec les effets de transparence pour vous montrer exactement la position de ces deux sacs que l'on voit apparaître ici. Souvent, ça ne se voit pas forcément à la naissance quand c'est pas important parce que ça bombe pas. Les dacryocystocèles très importantes, il va y avoir un bombement dans l'angle au niveau de l'œil. Et celui-là, c'est pas celui-là, c'est un autre cas, mais vous allez voir quand on balaye sur le côté gauche de l'écran, donc le fœtus était encéphalique, donc c'est bien sa gauche, on voyait une dacryocystocèle, et du côté de la dacryocystocèle, le flux ne passait pas. Mais je vous ai dit que ça pouvait être normal aussi. Alors, j'étais intrigué par cette image-là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai cherché sur Internet, il n'y a pas de publication là-dessus, alors que c'est quelque chose qui est très bien connu des pédiatres. Vous avez une image liquidienne ici, là, un kyste, et là aussi en coupe, et je vous ai fait le dessin. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en regardant en vidéo, vous allez le voir, ça bouge avec le mouvement respiratoire. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et ça passait uniquement d'un côté, du côté où c'était le plus petit. Et en fait, j'ai trouvé l'explication. C'est ce qu'on appelle, c'est comme une dacryocystocèle, mais c'est plus bas. C'est un kyste du canal lacrymonasal, ça c'est le dacryocystocèle classique. Et ici, au niveau de la valve de Hasner, là où ça va se descendre et dans les fosses nasales, c'est bouché, ça gonfle et ça donne ce kyste. Alors le problème, c'est que ces kystes-là peuvent être obstructifs, donc entraîner une détresse respiratoire. Alors ça, c'est le fœtus, quand il est né. J'avais prévenu les pédiatres, il allait bien, je leur ai dit mais regardez quand même bien, ils ont regardé dans les narines, ils ont vu ça, le bébé il allait plus trop bien, ils l'ont transféré dans un service d'ORL pédiatrique où on lui a libéré et vidé ses kystes. Alors je vous ai dit que j'ai cherché, j'ai pas trouvé de publication là-dessus. En revanche, les pédiatres connaissent très bien ça, et ça c'est une publication qui vient d'Israël, qui date d'il y a plus de 20 ans, et où les pédiatres savent que ça peut entraîner une détresse néonatale, respiratoire, parce que quand il va respirer fort, inspirer fort, il va se bloquer et il n'y aura plus la respiration. Et ils préconisent, chaque fois que les pédiatres, normalement, ils voient des dacryocystocèles, de faire un examen des fosses nasales. Donc nous, c'est ce qu'on devrait faire quand on voit des dacryocystocèles, de bien regarder complètement les fosses nasales, éventuellement, parce que nous on le voit à 32 semaines, mais de refaire un contrôle à 36 semaines, le plus souvent ça disparaît. Là je vous montre, depuis je cherche, j'en ai trouvé un autre cas. Ici il y avait une dacryocystocèle qui était unilatérale, et on voit le kyste ici aussi, et on en avait deux, dont un gros de ce côté, et ensuite je l'ai suivi jusqu'à 36 semaines. À 36 semaines, les kystes s'étaient effondrés, mais à la place, vous avez deux petites choses là, hyper échogènes, qui étaient probablement les petits sédiments qu'il y avait dans les kystes, qui étaient bloqués là, et ça passait bien d'un côté, il y a eu une évolution tout à fait favorable après la naissance. Donc en conclusion, c'est quand même intéressant de regarder les voies aériennes supérieures, de savoir à quoi
s'attendre. Le Doppler couleur va permettre de s'assurer de la perméabilité des voies aériennes supérieures. L'intérêt, c'est dans l'atrésie des Cohen, pour la valeur prédictive négative, ça va vous dire si ça passe dans les deux, vous pouvez éliminer ce diagnostic. Dacryocystocèle, regardez bien les fosses nasales à la recherche de ces kystes. Et dans les fentes palatines isolées, ça peut être intéressant si un jour vous faites le flux dans les fosses nasales et que vous voyez que c'est synchrone, ça passe en même temps dans la cavité buccale, c'est peut-être qu'il y a une fente palatine. Je vous remercie de votre attention.